Bonjour, je suis Léonard Anthony, praticien en hypnose et auteur de Goodbye Fatigue, l'art de ne plus subir sa fatigue et celle des autres. Je suis heureux de partager avec vous un échange en toute simplicité que j'ai eu avec l'acteur français Youssef Hachdi. Comment la fatigue s'invite-t-elle dans le jeu d'un acteur? Peut-on en faire quelque chose plutôt que de la subir? Youssef Hachdi nous livre sa réflexion sur le sujet. Ensemble, nous partageons aussi nos visions sur les sources de fatigue qui impactent nos vies, qui impactent la planète, mais aussi nos réflexions pour reprendre le dessus, pour dire Goodbye Fatigue. Bonjour Youssef Hachdi, je suis très heureux de vous accueillir. Tout le monde vous connaît, vous êtes un acteur de premier plan. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour aborder la question de la fatigue, vaste mot qui enveloppe beaucoup de définitions, plein de choses. Si je vous dis ce mot fatigue, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Alors pour un artiste, la fatigue, des fois, ça peut être un point négatif comme ça peut être un point fort. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé d'expérimenter, moi, par la fatigue, des endroits de lâcher prise qu'on a du mal à voir consciemment. Et quand c'est amené par la fatigue de manière assez inconsciente, quelquefois, ça nous permet d'atteindre ou d'arriver à des espaces de création qui sont assez profonds, quoi, et hyper intéressants à aborder. Parce que forcément, il n'y a pas de contrôle et que c'est le corps et l'instinct qui agit et ça vous permet d'aller à des endroits où vous ne serez pas allé forcément de manière consciente. Est-ce que vous diriez, c'est vraiment intéressant ce que vous venez de soulever, est-ce que vous diriez que ça vient aussi du fait que vous avez appris à considérer votre fatigue, c'est-à-dire à être en contact avec elle, donc de pouvoir la sentir que là, c'est un espace avec lequel vous pouvez jouer? Complètement, c'est-à-dire qu'il arrive à un moment donné, quand on enchaîne des projets, par exemple, ce qui peut arriver pour un acteur d'être au théâtre, au cinéma, de monter dans un avion pour aller dans un autre projet à l'étranger. À un moment donné, il y a aussi, on est appelé par la créativité, par le plaisir de faire ce métier aussi, la Tout à fait. passion, mais on est rappelé à l'ordre aussi par une fatigue. Et donc, on est obligé de composer avec. Donc, je pense que de manière instinctive, il y a des espaces, des endroits, des moments où on considère cette fatigue, où on prend soin de cette fatigue. Et puis, à un moment donné, il y a une force qui vient se rajouter à cette fatigue et qui permet d'atteindre d'autres endroits du travail, quoi. C'est passionnant parce qu'en fait, vous parlez un peu comme un grand sportif d'une certaine façon. J'ai eu la chance il n'y a pas longtemps d'avoir cette conversation avec Camille Lacour qui Ah dit oui, que que quand on j'adore. est, voilà, Ouais. quand on est à ce niveau-là, une des premières choses qu'on apprend, c'est à considérer sa fatigue pour pouvoir évoluer avec l'effort, la fatigue et ce que vous décrivez entre tous ces déplacements, cet effort intellectuel et physique, parce que d'une certaine façon, jouer, c'est aussi physique. Arrêtez-moi si je dis une bêtise. Ouais, complètement. Et vous apprenez à Complètement. composer et vous dites de cette composition jaillit un champ du possible. Oui, parce que, comment dire, en fait, il y a quelque chose de l'ordre de l'instinct, en fait, qui se met en place très vite. Je pense que Camille Lacour, par exemple, est quelqu'un qui est accompagné par un staff sportif qui considère sa fatigue et son évolution physique, donc du coup, qui peuvent mettre des curseurs au niveau de cette fatigue. Pour ce qui est de l'artiste, c'est quelque chose de lié profondément à lui-même, en fait. Hmm. Il y a pas des gens autour de vous qui vont vous dire, à moins que les proches voient que vous êtes vraiment exténué de fatigue et qui vont vous dire reposez-vous. Mais en tout cas, il y a des engagements qui font qu'à un moment donné, vous devez aller d'un point A à un point B. Faut remplir la mission de faire ce film ou cette pièce de théâtre ou un autre projet. Et donc, il y a quelque chose qui se met en place à ce moment-là, qui est de l'ordre. Ouais, toujours, c'est ça. C'est quelque chose d'assez instinctif qui fait qu'on se rassemble, en fait. Là où on pourrait être très dispersé, en règle générale, quand on a un flux d'énergie plus important, ben là, la fatigue fait qu'à un moment donné, vous êtes obligé de vous rassembler, de considérer cette fatigue et les objectifs en même temps liés à cette fatigue. Et donc, du coup, ça permet aussi, d'une certaine manière, peut-être un peu plus de concentration que la normale. C'est vraiment passionnant ce que vous venez de dire parce qu'il y a un mot très fort que vous employez à plusieurs reprises qui est se rassembler. Mm. Et dans une époque où on est en train de segmenter beaucoup, c'est-à-dire qu'on a d'un côté le mental, beaucoup de gens travaillent sur le mental, d'autres travaillent sur la santé physique. Vous êtes en train de nous dire, considérer sa fatigue, c'est de la considérer dans sa globalité, et physique et mentale, pour pouvoir justement se laisser prendre.
J'ai une petite anecdote à ce sujet à partager avec vous. Il y a quelques années, je travaillais au piano, donc parce que j'ai beaucoup travaillé le piano, une pièce de musique d'un compositeur qui s'appelle Rachmaninoff. Et je m'obstinais, si vous voulez, sur la technicité, parce que ce sont des œuvres difficiles à jouer, à répéter un passage, à répéter, 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 et finalement, je me cognais contre un mur. Et vient un moment où j'étais tellement épuisé que j'ai laissé tomber les bras, j'ai laissé tomber la tête devant le clavier, ouais, et j'ai attendu presque de me laisser immerger complètement dans la fatigue, de la ressentir partout. Et tout d'un coup, dans cet épuisement accepté dans lequel je baignais, eh bien, le passage contre lequel je butais est passé sans aucun problème. Comme s'il fallait, à un moment donné, pour reprendre l'expression que vous employez, lâcher tout, nager dans cette fatigue pour que tout d'un coup, la musique puisse jaillir. Parce qu'on ne cherche plus à faire l'effort. C'est-à-dire, la création vient et vous habite. Mais c'est extraordinaire ce que vous me dites. Et je l'entends totalement parce que le problème qu'il y a, c'est qu'on est dans une société où on est habité, animé par ce qu'on appellerait le volontarisme, en fait. Et le volontarisme, ça peut être le pire ennemi de la créativité. C'est-à-dire que c'est déjà dans quelque chose de volontaire, dans le fait de vouloir à tout prix faire quelque chose, eh ben, d'une certaine manière, il y a presque déjà quelque chose qu'on a sacralisé, en fait. Et donc, or que dans la fatigue, dans le lâcher-prise, dans l'inconnu qu'on aborde, il y a un infini qui peut être abordé. Et à partir du moment où cet infini peut être abordé, eh ben, ça nous permet d'aller dans des endroits où on ne serait jamais allé. Donc, en fait, le fameux mur dont vous parlez et dans lequel vous butez, en fait, c'est un mur inconscient qui est créé par le processus du volontarisme, en fait, de dire je dois y arriver et donc le résultat, c'est ça. Et en fait, le résultat, il est derrière le mur. Et finalement, c'est par cette fatigue et ce lâcher-prise que le mur est tombé, que vous avez pu atteindre d'une certaine manière l'excellence ou en tout cas l'envie de rentrer avec ce morceau de musique. Et c'est pareil, je pense, pour un sportif de haut niveau ou un acteur quand il a envie de rentrer en contact avec un personnage ou un sportif de haut niveau pour atteindre une performance au-delà du mur qui s'est créé par son mental, quoi. Je trouve que vous avez employé une expression que, si vous me permettez, je la reprendrai, qui est aborder l'infini par la fatigue. Je trouve ça superbe. C'est très, très poétique et c'est très, très concret et en relation avec ce que vous dites. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde, et d'ailleurs ça commence à l'école, hein, où on vous inculque une seule notion, c'est la réussite par les notes, atteindre des objectifs par la force. Or, nous évoquons un chemin qui est complètement différent, qui est celui de se dire ça ne marche pas dans le registre de la création. Ça ne peut pas fonctionner, puisque la création, c'est se laisser envelopper. Complètement. Ce qui m'ouvre à une deuxième question. Comme nous tous, vous avez traversé la pandémie, et vous peut-être même à travers le monde, puisque votre métier vous amène à beaucoup voyager. Comment est-ce que vous voyez autour de vous la société, peut-être même vos proches, réagir à cette nouvelle situation? Et maintenant, nous sommes dans une période aussi dite de guerre, où il y a des conflits à nos portes. Comment est-ce que vous vous sentez la fatigue mentale des gens autour de vous, de cette société française et même mondiale? Je pense que la guerre, on l'a depuis 30 ans. Je pense on est dans une guerre clairement, qui est une guerre qui est différente de celle qu'on a pu vivre pendant la Seconde Guerre mondiale, qui sont des guerres de front avec deux pays ou deux idées qui s'attaquent l'une à l'autre. Donc du coup, physiquement, visuellement, c'était quelque chose de beaucoup plus concret. Aujourd'hui, on est dans des guerres qui sont par des formes de cellules un peu partout dans le monde. C'est des guerres géopolitiques. Donc, c'est d'autres guerres, mais qui atteignent plus facilement le mental. Donc, je pense on est une société qui n'avait pas vécu, pour notre génération, je parle, le traumatisme de la guerre. Et là, considérablement, entre le virus et la guerre qui est en train de se passer en ce moment, je pense qu'émotionnellement, on a atteint une fatigue considérable, je pense. Parce que je ne veux pas minimiser ce qui s'est passé avant nous, mais quand c'est concret, l'instinct, en tout cas de survie, peut agir plus facilement que quand ce n'est pas concret. Et là, depuis quelque temps, l'être humain vit des stigmates émotionnels
suite à cette pandémie, avec des va-et-vient, on rentre chez nous, on ressort, on met le masque, on met pas le masque, on se vaccine, on se vaccine plus, on se revaccine finalement. Je pense que ces va-et-vient émotionnels créent des stigmates ultra profonds qui permettent de manière instinctive à l'être humain de repartir, travailler, de revivre en société, mais qui laissent quand même des séquelles. Et c'est vrai qu'autour de moi, ma famille, mes proches, je sens considérablement des gens qui sont émotionnellement très atteints par cette fatigue émotionnelle, en fait. Donc, bien sûr, tout le monde a la capacité de survivre à tout ça et instinctivement de revenir dans un quotidien, mais à quel prix? À quel prix? C'est ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté des grandes métropoles pour se rapprocher d'une nature, d'un rythme de vie moins dense. Donc, ça raconte aussi peut-être une forme de ras-le-bol qui est liée à une fatigue émotionnelle. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est plus la raison, le conscient qui agit, c'est l'instinct de survie qui dit stop, j'arrête, il me faut vivre différemment. Il y a plein de gens qui changent de métier aussi aujourd'hui. Donc voilà, donc elle a aussi du bon comme du mauvais, hein, comme tout. C'est pas blanc, c'est pas noir, c'est que chaque période qu'on traverse de toute manière, elle a son bon comme son mauvais. Mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui paradoxalement, liés à cette situation, se révèlent à eux-mêmes aussi. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. C'est vrai que vous avez raison, il y a une vraie charge émotionnelle et même l'absence de perspective ouvre à une fatigue difficile puisqu'on on a du mal à faire des projets, à se projeter en avant et l'être humain a besoin de se projeter. Mais vous avez dit aussi un autre point qui est très important qui est la notion de réalité. Et vous avez souligné le fait que, au fond, tout ça, pour nous, n'est pas très concret. C'est vrai que la pandémie, elle a commencé avec des tas d'images à la télévision. On nous disait que des gens étaient en train de mourir. Or, beaucoup de gens ne voyaient personne mourir autour de soi. Ça, c'est une première chose. Et l'autre chose, c'est que maintenant, en temps de guerre, on entend parler d'une guerre qui a lieu à quelques heures de vol de Paris. Mais encore une fois, c'est très virtuel parce que ce sont à travers des images. Et je note, j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus, que il y a une chose qui est en train de se passer. L'être humain, donc Homo sapiens que nous sommes, est en train depuis 20 ans, avec l'émergence des nouvelles technologies, et en l'occurrence du smartphone qu'on a un peu partout sur nous, le seul objet qu'on porte tout le temps sur soi, est en train de devenir Homo numericus. Et une grande partie des choses est en train de se virtualiser dans nos vies. Nos relations avec les réseaux sociaux, nos connexions. Regardez, là, nous sommes en train de parler à distance. Et la virtualisation de nos vies est une source de fatigue. Et quand vous dites que les gens sont en train de repartir à la campagne, pour certains, se dissocier de ces densités de population qui sont là aussi pas forcément en connexion avec notre humanité. Sommes-nous faits pour vivre 10 millions de personnes les uns au-dessus des autres? Il y a une vraie question là-dessus. Est-ce que ce n'est pas une grande source de fatigue? Eh bien, est-ce qu'au fond, on n'est pas en train, pour une certaine partie de la population qui a réalisé, comme vous l'avez souligné pendant cette pandémie, en train de réaliser que nous avons besoin, pour nous énergiser, qui est l'antonyme de la fatigue, pour retrouver cette force et vitalité, de renouer avec des choses concrètes, avec des choses d'une très grande simplicité. La terre, pour commencer. Ah ben, je suis totalement d'accord avec ça. Vous savez, c'est Arnaud Desjardins qui parlait de ça, de la fatigue en fait du monde capitaliste. C'est-à-dire qu'on est au paradoxe de l'humanité, c'est-à-dire que l'humain n'a jamais autant créé de confort autour de lui, c'est-à-dire conduire une voiture, être en vélo ou en moto, les transports en commun. Et à côté de ça, il y a l'être humain n'a jamais été autant fatigué émotionnellement que du jour où il a créé tous ces moyens de transport. Ces technologies, finalement, s'appeler pouvoir se parler aujourd'hui en visio, être au téléphone. Or qu'à l'époque, c'est tout simple, hein. J'avais un voisin à côté de chez moi, à 5 pas de maison. Je claquais la porte de mon jardin ou de chez moi et j'allais le visiter et je lui demandais ce que j'avais à lui demander. Aujourd'hui, je lui envoie un SMS pour lui dire est-ce que tu as ou pas ça à me prêter. Comme Donc, tout le monde. ces mouvements de vie qu'on avait pour aller pour faire les courses, pour aller visiter quelqu'un, on les fait plus en fait. Donc, tous ces aérations, entre guillemets, physiques et émotionnelles, qui permettaient par la marche,
par le mouvement, de créer aussi un mouvement de pensée, de ne pas scléroser sa pensée, mais de permettre qu'elle soit en mouvement, eh ben aujourd'hui, on ne les a plus. Donc forcément, ça crée un côté anxiogène, en fait. Donc, on s'aère, soi-disant, en partant en vacances 3, 4 semaines par an, en se disant, ah, ben c'est bon, je vais vivre, je pars en vacances. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe les premières périodes de vacances? C'est qu'il y a une fatigue considérable du corps qui se fait sentir dans le corps, parce que comme ce corps, d'un coup, qui a plus l'habitude de bouger, de prendre du temps pour lui, et ben, d'un coup, il dit, ah, ben là, je suis fatigué. Donc, le moment du plaisir, après, il vient dans un second temps. Et après, il faut retourner travailler et repartir dans une routine. Donc, moi, je pense considérablement que effectivement, on va vers une technologie de plus en plus avancée et que ça ne va pas s'arrêter là, mais qu'au paradoxe de ça, il va y avoir aussi un mouvement de gens qui vont avoir envie de revenir, pas en arrière, mais revenir à quelque chose de l'ordre de la source, de quelque chose d'hyper profond, c'est l'instinct, en fait. Vivre en harmonie avec une nature, peut-être avoir plus de mouvements physiques extérieurs et intérieurs, et voilà, et d'être en adéquation avec ça, en fait. Oui, vous avez tellement raison de le rappeler parce que beaucoup de gens qui nous écoutent, qui nous écouteront et qui nous écoutent, vivent dans des villes. Et dans le livre que j'ai écrit, dans Goodbye Fatigue, je rappelais, comme vous venez de le dire, à quel point il est essentiel de bouger, surtout après une période où on a été confiné à plusieurs reprises, où beaucoup de gens se sont mis à télétravailler. Et contrairement à ce qu'on a imaginé, les gens travaillaient plus qu'au bureau parce qu'en fait, ils se levaient très tôt, ils s'installaient sur leur chaise et ils ne se lèvent pas de leur chaise, y compris pour aller déjeuner. Donc, j'ai un peu théorisé ça en disant, attention, de ne pas solliciter votre corps, vous l'épuisez. C'est là le paradoxe, en fait. Parce qu'on a tellement l'habitude de se dire c'est parce qu'on bouge qu'on se fatigue en faisant du sport, ce qui est une bonne fatigue. Mais la mauvaise fatigue vient de l'absence de mouvement. Et un autre point que vous avez souligné qui est très important, c'est de l'absence du mouvement physique, c'est-à-dire de notre corps, vient aussi une absence de mouvement de notre esprit. C'est-à-dire que c'est intimement corrélé, c'est-à-dire que notre esprit s'aère quand notre corps est en mouvement. D'ailleurs, des études récentes ont montré que le simple fait de marcher remet l'esprit en mouvement et ouvre à des nouvelles perspectives, notamment à la pensée qui peut finir par se figer quand elle est devant un écran d'ordinateur en train de travailler sur un dossier. Mais vous savez, quand on dit ça, on n'invente rien, hein. Les Grecs, quand ils philosophaient entre eux, quand ils avaient besoin de débattre autour d'une idée, ils marchaient. Absolument. Donc, dans les sociétés africaines, moi je suis d'origine marocaine, je vois beaucoup de gens autour de moi, quand ils ont besoin de parler d'un sujet, même d'une affaire, ils marchent dans la rue, ils marchent dans la campagne. C'est comme si la pensée, elle était en mouvement régulièrement par le corps physique et qu'elle permettait, encore une fois, d'atteindre des endroits qui ne sont pas figés et sclérosés par la perte de mouvement, en fait. Et qu'en effet, nous, de toute manière, l'être humain, d'une certaine manière, déjà instinctivement, quand les premiers hommes se sont levés et ont marché pour aller chercher à manger. On marchait pour aller chercher d'autres contrées. Puis, instinctivement, on a besoin d'aller vers ça. Et ensuite, on a sociabilisé, donc on a besoin d'aller vers l'autre aussi, d'une certaine manière. Donc, on est fait aussi pour sortir de chez soi et aller rencontrer l'autre. Donc, on est fait pour être dans le mouvement. Après, je ne veux pas rentrer dans une idée un peu quantique de la chose, mais quand on voit l'univers dans lequel on est, donc voilà, si scientifiquement on fait une petite parenthèse à cet endroit-là, que le mouvement, l'univers est en perpétuel mouvement, que tout est en perpétuel mouvement, pourquoi nous, l'être humain, on s'arrêterait, en fait? Donc, ça a du sens d'être en mouvement, en fait. Même dans le sommeil, il y a une forme de mouvement, en fait, parce qu'il y a l'inconscient qui s'échappe et qui continue à agir par lui-même. Donc, nos cellules sont en perpétuel mouvement, donc, en fait, de manière instinctive, animale, on devrait écouter ça et être en mouvement. Ça, c'est une très très bonne notion, c'est-à-dire de nous remettre en corrélation avec le monde qui nous entoure. Ce que vous venez de dire, c'est vous venez de sortir justement du coin étriqué que nous avons tous tendance à faire, c'est-à-dire de rester l'homme versus l'homme. Et vous dites une chose importante, c'est que nous devons considérer l'écologie du vivant.
c'est-à-dire le mouvement des planètes, le mouvement des astres, le mouvement de la Terre, le mouvement de la Lune, le mouvement de nos cellules, donc de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Nous évoquons la question de la fatigue, nous avons évoqué beaucoup la question de la fatigue de l'individu. Est-ce que vous diriez que aujourd'hui, il est important que l'homme considère sa fatigue à un moment où nous, tous les climatologues, tous les scientifiques sont en train de nous dire que nous, êtres humains, sommes en train d'épuiser radicalement la ressource la plus précieuse que nous avons, c'est-à-dire notre propre maison. Est-ce que vous direz qu'il y a urgence sur ce sujet? Et qu'est-ce que ça vous dit, vous, la fatigue de la planète? Ben, ça me dit, c'est un effet miroir en fait. La fatigue que cette planète a, elle me renvoie à ma propre fatigue d'une certaine manière. C'est-à-dire que oui, c'est immensément grand dans ce que ça représente. Donc du coup, on a l'impression que dans le petit être qu'on est, on ne peut pas agir parce qu'on veut toujours agir par le conscient, physiquement. Comment je peux œuvrer à mon petit niveau sur la planète. Mais si chaque être humain considère ça de la même manière, en fait, on la laisse dépérir de la même manière qu'on se laisse dépérir. Et qu'il faut agir et que ça devient une urgence, en fait, considérable de devoir agir aujourd'hui sur la protection de notre planète. Mais j'ai envie de vous dire, c'est de la même manière que quand il y a des gens, des êtres qui ne s'aiment pas assez pour aimer les autres, c'est prendre en considération aussi se prendre en considération soi pour prendre encore plus soin de cette planète finalement. C'est une très très belle conclusion, c'est-à-dire que de se considérer soi nous permettra de considérer la planète, de s'aimer soi, pour reprendre un peu vos mots, nous permettra d'aimer la planète qui est la porte d'entrée pour pouvoir la considérer. Et de s'écouter et d'entendre sa fatigue est essentiel pour pouvoir accéder à ces deux dimensions. Complètement. Apprendre à reconnaître sa fatigue et l'utiliser dans sa créativité. Jouer en faisant un effort physique mais aussi mental. Ne plus chercher à atteindre la perfection et réussir en lâchant prise. Se laisser habiter par la création. Aborder l'infini par la fatigue. Ne plus subir la fatigue qui découle des problèmes qui ne dépendent pas de nous. Gérer la fatigue émotionnelle. Écouter sa raison et sa conscience pour revenir à un mode de vie plus lent, plus en adéquation avec nous-mêmes. Voilà quelques pistes que j'ai retenues de notre conversation. Il y en a évidemment bien d'autres. Si vous voulez approfondir le sujet, vous trouverez par ailleurs d'autres clés dans mon ouvrage Goodbye Fatigue.